Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Écoutez, moi normalement aussi. Donc aujourd'hui nous allons faire planète pour changer un petit peu, voir si c'est un peu mieux que le reste de l'actualité. Biodiversité, un reptile parmi les plus menacés au monde, aperçu pour la première fois depuis plus de 50 ans en Australie. Ah ouais, non, mais toi, tu crois, alors, il t'explique. Ouais, il y a des espèces qui disparaissent tous les jours, en vérité, ils se cachent. Ah ouais. Un petit lézard menacé d'extinction a été observé pour la première fois depuis 1969 en Australie. Le dragon des prairies sans oreilles. C'est trop beau. Tympanocryptis pingicola a été redécouvert. Eh ouais, non, parce qu'il avait découvert, et maintenant il le redécouvre. Alors que les experts redoutaient sa disparition à l'état sauvage. Ah ouais. Nous avons des gens qui ont passé 30 ans à chercher cette espèce. Ah bah, ils l'ont pas trouvé. C'est pour ça qu'ils s'appellent des chercheurs. Ah ouais. Vous voyez comme quoi c'est con, hein. Non, mais c'est bien parce qu'ils sont payés. Ils ont été payés 30 ans à chercher quelque chose qui existait déjà, tu vois, mais qui ne voyaient pas. TheConversation.com. Pourquoi les températures pourraient battre des records au cours des prochains mois? Alors là, vous allez vous dire, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive, Isabelle? Tu es à fond dans le réchauffement climatique. Eh ben non, je l'ai pris parce qu'en vérité, il t'explique qu'il n'y a pas que les gaz à effet de serre, tu vois? Voilà. Donc, très intéressant. Les phénomènes météorologiques locaux sont difficiles à prévoir car ils fluctuent rapidement sous l'influence de processus non linéaires et chaotiques. Ce que j'expliquais la dernière fois, que je disais, c'est pas parce que tu fais des carottes glaciaires que tu peux prévoir le climat qu'il va y avoir dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, tu vois, parce que c'est non linéaire et chaotique. D'accord? Tandis que l'évolution du climat global sur le long terme repose sur des phénomènes physiques bien connus qui sont généralement prévisibles. Les prochains 12-18 mois devraient être assez exceptionnels en termes de température suite à un alignement de phénomènes locaux et globaux qui se combinent. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es complotiste, hein? Avec mon équipe, dont la spécialité est l'étude par satellite de l'évolution de l'atmosphère, j'analyse chaque jour des millions de données vues du ciel pour surveiller les températures sur Terre comme sur la mer, partout autour du globe terrestre. Et ben, alors, battu de nombreux pays, dans de nombreux pays. Voilà, des records de chaleur. Ah putain, la France, ah ouais, j'ai vu, le monde est en ébullition. Ah oui, non, les ébullitionnistes. Ah ouais, parce que maintenant, il y a les ébullitionnistes. Un marqueur important a fait les gros titres. Il s'agit de l'augmentation de la température moyenne globale de 1,5 par rapport à l'époque pré-industrielle. Une valeur repère dans l'accord de Paris sur le climat qui a été dépassée plusieurs jours cet été. Ah oui, non, mais c'est juste une valeur repère qu'ils ont décidé, eux, de l'accord de Paris. Serait-il possible que cette valeur soit également dépassée car il s'agirait de calculer la moyenne annuelle des températures globales pour l'année 2023? Il faut tenir compte du fait que notre climat est complexe. Il dépend des interactions entre les activités humaines, l'atmosphère, la surface terrestre et la végétation, la neige et la glace et les océans. Et tu as oublié le système solaire. Et ouais, parce que le soleil fait quand même, joue son rôle, tu vois, un peu sur la Terre, par rapport aux températures aussi. Tu vois, voilà. Si le soleil est un peu agité, tu vois, il est un peu nerveux, il risque de faire beaucoup d'éruptions soi-disant solaires, hein, parce que bon, moi je mets toujours le soi-disant. Et donc oui, ça entraîne beaucoup plus de rayons sur la Terre, tu vois. Les forçages externes sont à la fois causés par des phénomènes naturels, tels que les éruptions volcaniques. Non, on n'en a pas eu. Et puis on n'a pas eu beaucoup de feux de forêt aussi à travers le monde. Non, pas du tout, ça n'a pas brûlé cette année. Eh ouais, non, ça n'a pas brûlé. Mais également par des modifications de la composition atmosphérique imputables à l'homme, du rayonnement solaire, forçage lié aux variations de l'activité solaire qui entraînent des changements du rayonnement solaire qui atteint la Terre. Oh, j'ai dit c'était vrai. Lorsque le soleil est plus actif, maximum solaire, il émet davantage de rayonnement. Allez, pas possible, ce forçage est faible, de plus à moins 0,3 watts par mètre carré. C'est des watts? Je ne sais rien. Mais dure assez longtemps. Son cycle principal est d'environ 11 ans. Il trouve son origine dans les changements du champ magnétique solaire qui se caractérise
par des variations dans le nombre de taches solaires et d'autres phénomènes solaires. Oh ben non, ça n'a aucun rapport le soleil avec nous. Oh ben ouais. Les éruptions volcaniques. Oh tous les volcans n'ont pas un impact sur le climat global. Cela dépend de la taille et de la puissance de l'éruption. Le forçage lié à l'excès de gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote et les chlorofluorocarbures. Le forçage négatif lié aux aérosols d'origine anthropique et naturelle. Elles proviennent des écosystèmes, ombres marins, sable, poussière, cendres volcaniques, aérosols biogéniques. Ah ouais. Qui les pieds sous les bras. Voilà. L'influence d'El Niño sur les températures. Non, les courants marins n'ont aucun rapport avec la choucroute. Lorsque le phénomène El Niño survient, les alizés faiblissent ou s'inversent. Ah ouais. Et puis il y a El Niña aussi, la Niña, ah oui. L'activité solaire approche de son maximum. Ah bah c'est bien. Au niveau de l'activité volcanique, il s'est passé un événement complètement exceptionnel. Le volcan sous-marin Onga Tonga qui a violemment érupté. Ça fait drôle de dire érupté. En janvier 2022, a envoyé environ 150 millions de tonnes, soit l'équivalent de 60 000 piscines olympiques. J'aime bien la comparaison. Ou de nous parler d'un ballon, ou je ne sais rien, fait bon. De vapeur d'eau, d'accord. Directement dans la stratosphère qui s'est depuis répartie tout autour de la Terre. Ceci contribuera à réchauffer légèrement la surface terrestre. Alors, le contenu total en aérosol a tendance à diminuer, principalement car les véhicules polluent moins. Oui. C'est particulièrement le cas en Chine ou en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Après 3 années en régime, la Niña, un événement El Niño, est en train... Après 3 années en régime La Niña, un événement El Niño est en train de s'installer. À ce stade, on ne sait pas encore s'il sera intense, comme en 2015-2017, ou modéré, et combien de temps il durera, mais on prévoit que les températures océaniques devraient être plus élevées pendant 12-18 prochains mois. Tous les paramètres réunis pour des records de chaleur. On va fondre. Ah ouais, comme de la glace. Ah ouais. Alors je l'ai mis dans Planète, du coup, vidéo. Sans eau, on ne pourra pas rester. Ces hameaux du Gard dont les sources d'eau potable se tarissent avec la sécheresse. France 3 Région, .france-tv-info.fr. Ah oui, parce que les mecs, je vous dis, vous croyez que ça allait être comme ça tout le temps? Linéaire. Donc, ils ne se sont pas branchés au raccordement au réseau de tout le monde, ils se sont restés sur les nappes phréatiques. Et voilà, un raccordement au réseau très coûteux. Et comme ils ont 3 tondus et 2 pelés, donc du coup, ils n'ont pas les pépettes, et donc du coup, ils ne peuvent pas se raccorder. Donc, ils n'ont plus d'eau. Ah ouais, non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Non, mais ça va, nous, la France, au top de la technologie. Ah ouais, nous, on est au top. Partout où tu vas, il y a du réseau. Partout où tu vas, il y a de l'eau. Partout où tu vas, il y a de l'électricité. Partout où tu vas, ah ouais, non. Quand je vous dis qu'il y a des soucis. Non, quand je vous dis qu'il y a des soucis. Vous me croyez pas. Je vous jure que... Enfin, je vous jure. Je vous promets... Non, je vous promets pas. Je vais pas promettre. Mais quand je vous dis qu'ils vous disent de la merde, enfin, c'est toujours dans le catastrophe. Bon, tant mieux, parce que du coup, on fait attention peut-être. Mais je veux dire, la pollution plastique des océans est moindre que prévu en quantité, mais elle est plus durable selon une nouvelle étude. France-TV-info.fr. Elle est plus durable. Ouais, ben c'est-à-dire... Non, je sais pas, tu nous avais donné un timing, tu vois, pour les plastiques. Hein, vous vous rappelez, alors les mégots, c'était 750 ans, les plastiques, c'était 1300 ans, enfin, je sais rien, je vous dis n'importe quoi. Mais ils nous avaient donné un truc. Hein, vous vous rappelez que quand vous jetiez un truc, ils vous disaient, oh putain, ça va mettre 3200 ans à se détruire, hein, d'accord? Environ, bah là, ils en savent plus rien. Ah ouais, non, c'est bizarre, hein. Ils nous disaient, oh là là, la pollution, les continents de plastique et tout. Environ 1 demi-million de tonnes de plastique finissent chaque année dans les océans, selon les modélisations réalisées par une équipe de chercheurs basée aux Pays-Bas et en Allemagne. Oui, parce que tout ce qu'ils vous disent, c'est par rapport à des estimations, à des modélisations, ils en savent rien. Vous croyez vraiment qu'ils savent combien de tonnes de plastique ils vont dans les océans chaque année? Les quantités de plastique rejetées dans les océans seraient bien moindres que ce que les scientifiques avaient estimé jusqu'à présent.
Des scientifiques basés aux Pays-Bas et en Allemagne ont ainsi calculé qu'entre 470 000 et 540 000 tonnes finissent dans les océans chaque année. Ce chiffre considérable est toutefois inférieur... Assis? Non, vous êtes assis? Aux 4 à 12 millions de tonnes estimées auparavant. Oui, effectivement, ces 140 000 tonnes, c'est énorme. C'est énorme. Mais comparé à 4 à 12 millions, pour obtenir leur estimation, les chercheurs ont réalisé des modélisations par ordinateur à partir de données issues d'observations aussi. Ah, et voilà, c'est ça. L'observation, il n'y a rien de mieux. Eh ouais. Eh oui, non, parce que là, du coup, les mecs, mais ils sont jamais allés sur une plage. Ils savent même pas les usines, comment elles fonctionnent, et ils te pondent des chiffres, tu vois. En revanche, que la quantité totale de débris plastiques flottants, environ 3,2 millions de tonnes, est beaucoup plus importante que ce qui était estimé jusqu'à présent. La majorité de la masse des plastiques est constituée de grands objets, supérieurs à 2,5 cm, qui flottent plus facilement. Ben ouais. Ces objets, certes, sont plus faciles à ramasser que les microplastiques, mais ils restent également beaucoup plus longtemps dans l'océan que ceux qui étaient imaginés jusqu'ici. Voilà, ils imaginent. Vous voyez ce que je vous dis? C'est pour ça que moi, je peux plus croire. Cela signifie que cela prendra plus longtemps avant que les effets des mesures pour combattre les déchets plastiques soient visibles. Ben, je sais pas, parce qu'ils passaient, à un moment donné, je sais pas, genre triangle des Bermudes, ils disparaissent. Non, mais je sais pas pourquoi tu... Parce que les autres, on les ramasse sur les plages? J'ai pas compris. Tu les ramasses dans des filets? Et eux, plus petits, restent plus longtemps. J'ai pas compris. Non, il y a des choses où vous comprenez pas. Vous voyez, parce qu'en vérité, ils se sont plantés. Mais vraiment, 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 vraiment. Chine, la découverte d'un crâne d'enfant pourrait réécrire l'histoire de l'évolution humaine. Mais non, ça va pas ou quoi? Oh, les idées fous, les Shintok? Ben non, hors de question. Oh, ben non, c'est Afrique, et après Afrique sage, sur deux pattes, et après, dès que c'est passé en Occident, en moderne. Ah ouais, non mais ça va pas ou quoi? Et si l'arbre généalogique de l'évolution humaine était doté d'une branche jusqu'alors inconnue, c'est ce que suggèrent des analyses effectuées suite à la découverte d'un crâne d'enfant en Chine. En 2019, à Hualongdong, dans l'est de la Chine, des archéologues ont découvert le crâne, la mâchoire et les os des jambes, d'accord, d'un enfant âgé de 12 ou 13 ans ayant vécu il y a près de 300 000 ans. Eh ben, ils ont pas fait de l'ADN fossile, hein? Et ben, je sais pas, parce que maintenant il y a de l'ADN fossile. Peut-être ils vont pouvoir retrouver ces enfants, petits-enfants, eh ouais. Mais fait étrange rapporté par l'étude relayée par le visage de cette hominidé baptisé HLT6 semble présenter des caractéristiques humaines modernes alors que ses membres, sa calotte crânienne et sa mâchoire ont eux l'air plus primitifs. Mais est-ce que tu es sûr que c'est le même enfant? Que c'est les os et ils appartiennent à la même personne, tu vois? Le visage de l'hominidé présente une structure similaire à celle de la lignée humaine moderne qui s'est séparée de l'Homo erectus il y a 750 000 ans, mais l'absence de menton de l'individu ressemble davantage à celui d'un Denisovan, une espèce éteinte d'hominidés ancienne d'Asie qui s'est séparée des Néandertaliens il y a plus de 400 000 ans. Quand ils disent séparer, c'est qu'ils n'ont aucun rapport. C'est-à-dire, genre, c'est comme s'ils étaient nés spontanément. Tu vois, c'est une lignée entièrement nouvelle, selon les chercheurs de la CAS, en collaboration, alors, tac, 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 pour être ainsi un mélange d'humains modernes et d'hominidés, domininés inconnus. Ah ouais, ils ont écrit homininés. Alors, d'un mélange d'humains modernes, eh ouais, c'est un mélange. S'il ne ressemble ni à la lignée qui s'est... Mais peut-être qu'il était mal formé aussi, le truc, tu vois, hein, ni aux dénovisiens, ni totalement aux hommes modernes, il se pourrait qu'il appartienne et le branche jusqu'alors inconnu. Ah ouais, non, mais c'est parce que s'il appartient pas à ça, ben c'est peut-être que le reste n'a aucun rapport avec la choucroute aussi, peut-être, tu vois. Ah ben si, et si, et peut-être, et pourquoi pas, et ouais, c'est bon. Ben fais ton truc, ton ADN fossile. De cannabis, de canne à Nice, l'eau de la Méditerranée a perdu plus de 4 degrés. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Oh, ben, elle n'est pas en ébullition. On n'a pas une sécheresse de l'océan? Ah, mais pas dans la mer. Eh ouais, nous, on est à la mer. Eh ouais. Et eux, ils sont à l'océan. Ah ouais. La température... Alors, après avoir atteint des pics inégalés, la température est aujourd'hui très en deçà de la moyenne enregistrée ces 10 dernières années.
De 28,8 de la baie de Villefranche-sur-Mer, le 21 juillet dernier, la mer en surface est brutalement tombée à 24,4. Bon, je sais pas pourquoi. Bon, oui, mais pas parce que peut-être que la Terre, c'est ce qu'elle a à faire, tu vois, contrairement à toi. Eh ouais. Elle régule, tu vois. Truc que j'ai, alors là, j'ai pas compris. Alors là, il va falloir m'expliquer parce que j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. STVinfo.fr. Réchauffement climatique. On est bon, 2 points. Ouais, non, parce que le canal du Panama fait face à une forte sécheresse. Mais le canal du Panama, c'est pas un truc qu'ils ont creusé pour faire rejoindre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Enfin, pour pas faire le tour jusqu'à Mars. Et d'Amérique du Sud, tu vois, le truc là, des vents violents et tout. Enfin bon, Cap Horn. Ah non, ça c'est en Afrique. Bon, enfin, c'est pareil. Et c'est le même système, puisqu'ils ont fait le canal de Suez. C'est pas mer à mer. C'est de l'eau douce et alimenté en eau douce. Et comment ça se fait? Eh ouais, comment ça se fait? Alors, attendez. Alors, des produits. Ah, ben, ils ont pas expliqué, hein. Pourquoi il est alimenté en eau douce? Le canal est rempli d'eau douce afin de séparer l'eau salée, la flore et la faune des 2 océans. Un lac artificiel, le lac Gatun, agit comme un bassin qui déverse l'eau de pluie et l'eau de la forêt tropicale environnante dans le canal. Oui, ça alors? Donc ils ont fait un lac artificiel en eau douce, et après ils ont ouvert, et l'eau de salée, ben, bien sûr, elle reste bloquée. Et l'eau salée de l'autre côté, elle reste bloquée. D'accord. Ah ben, vous voyez, comme quoi, hein, vous apprenez des trucs, hein. Je savais pas que... Ben voilà. Eh ben voilà, vous voyez, comme quoi, hein. Ok. Ben ouais, mais c'est un lac artificiel, mon chéri, c'est normal, hein, dans un sens. Ben ouais, la nature, elle est bien faite, tu vois, s'ils avaient pas fait un lac là, ils ne sauraient pas, tu vois, la nature, elle l'aurait pas fait. Du coup, peut-être c'était pas l'endroit où il fallait faire un lac, tu vois. Congelés pendant 46 000 ans dans le permafrost, des vers ressuscités se sont reproduits sur une centaine de générations. L'analyse génétique de ces vers montre qu'ils appartiennent à une espèce jusque-là inconnue. Oh, mais c'est... D'accord, ok. Je dis rien. Chut. Le Figaro.fr. S'ils pouvaient parler, eh ouais, mais ils peuvent pas. Ah, peut-être ils te diraient, non, c'est pas du tout ça. Non, on date pas de 46 000 ans. Eh ouais, non, on a été, il y a eu de la chaleur, du coup, je sais pas, on a fondu, et on s'est retrouvés prisonniers. Eh ouais. Découvert par des scientifiques russes, ces nématodes gelées avaient été ramenés à Moscou en 2018 pour être réchauffés dans des boîtes à pétri à 20 degrés en présence d'agar-agar. Oh, mais j'en ai à la maison. Les minuscules vers longs de quelques dixièmes de millimètre, ah oui, non, parce que du coup, sont alors revenus à la vie et se sont depuis reproduits sur une centaine de générations. Oui. Ouais, ils disent pas, tu vois là où ils l'ont retrouvé. Bah, peut-être qu'ils avaient aucun rapport avec la choucroute aussi, et s'ils pouvaient parler, ils te diraient comme quoi tu dis de la merde, en fait. Environnement, fuite de méthane colossale après l'explosion d'un puits de gaz au Kazakhstan. Oh, bon, ça, c'est pas un gaz à effet de serre. Oh, ben non. Oh, ben non, ça crée rien. C'est pas du CO2. Ah ouais, non, c'est bon. C'est bon, on est bon. Ah ouais. C'est la conclusion que les scientifiques ont analysé des images satellites et détecté un grand nuage de ce puissant gaz à effet de serre. Oh ben non. Le plus puissant, c'est le CO2. Ah ouais. D'après eux, cette fuite est la plus importante détectée depuis le début de l'année à un seul et même endroit. Ah oui, donc ça veut dire qu'ils en découvrent tous les jours et sur toutes les parties du monde. Non, c'est bien. Un long nuage bleu et jaune qui s'étire au-dessus de l'ouest du Kazakhstan. Voici à quoi ressemble cette gigantesque fuite de méthane. La compagnie kazakh qui exploite le champ d'hydrocarbures assure que le gaz observé est principalement de la vapeur d'eau. Oh bah oui, bien sûr. Oui, c'est bleu. Ouais, attends. Mais il y a peu de doute possible, selon Antoine Benoît, le méthane et la vapeur d'eau présentent des caractéristiques très différentes. Physiquement, ça ne tient pas la route, l'idée que ce soit de la vapeur d'eau et pas du méthane. Oh bah oui, bien sûr. Sur une période de 20 ans, le méthane a un pouvoir de réchauffement. Ah, alors, tenez.
une période de 20 ans, le méthane a un pouvoir de réchauffement 80 fois plus important que le CO2. Ah ouais? Cette fuite équivaudrait pour l'instant à la pollution générée par 1 à 2 millions de voitures pendant toute une année. Non, ça va, c'est bon. C'est bon, on a critère, nous. Ah ouais? Non, c'est bon, je vois pas le problème. Ah ouais? Nous, ils nous ont fait mettre la vignette critère sur les voitures, on est bon, hein? Ah ouais? Avis-20, le Figaro.fr. Putain, il faut même des trucs sur le vin. Non, non, mais ces vignerons du Rhône ont trouvé la solution pour protéger leurs vignes du réchauffement climatique. Oh, moi, je suppose qu'ils ont dû prendre des trucs qui dataient d'il y a 150 ans. Ah ouais? De l'agriculture d'avant, tu vois? Des coteaux, d'imposants chênes, encerclent les vignes et ombragent les premiers pieds, apportant un peu de souffle en pleine vague de chaleur estivale. Et ouais, parce que vous avez vu les champs de vignes. Les vignobles. Ben, les champs de vignes. Ils s'étalent sur des kilomètres et des kilomètres, il n'y a pas un arbre. Ils sont en plein cagnard le truc, tu vois. Alors que si ça serait entouré, parce que bon, de toute façon, c'est pas ramassé au tracteur, ça, le vin. C'est des gens qui les ramassent. Ça pourrait être entouré d'arbres, tu vois, de petits buissons et tout, fait de buissons, c'est haut quand même, pour faire un peu de fraîcheur, tu vois, pour couper, tu vois, le chaud du soleil. Du temps de mon grand-père Claude, il y a eu une vraie volonté de faire cohabiter la vigne et la forêt, et l'avenir a montré que vin sobre a fait le bon choix. Du temps de mon grand-père! Oh ouais. Oh, ben alors, ils ont pas sorti une technologie high-tech avec des couches de culottes qui va absorber... Ah ouais, non mais parce que... Voilà. Eh ouais. Le bon sens paysan. Eh ouais. Ah ben c'est pas les bobos qui vont l'avoir, ça c'est sûr. Environnement, les conséquences néfastes de la culture du Prosecco. Je sais pas ce que c'est. En Italie, la culture du Prosecco inquiète. Elle est soupçonnée d'appauvrir la biodiversité et de favoriser l'érosion des sols. Oh, mais je croyais que c'était la montée des eaux qui favorisait l'érosion des sols, et puis le changement climatique et le réchauffement climatique et le dérèglement climatique. Le spritz, apéritif adoré dans le monde entier, menace-t-il notre environnement? D'accord. Un vin pétillant italien inquiète. D'accord. Sa production a bondi de 75% en 20 ans. Ah bah c'est normal, hein. Surtout ces dernières années, je pense. Ah ouais, parce qu'il y a que des alcooliques. Donc du coup... France-TV-info.fr, reportage, la bataille titanesque de la Chine contre l'avancée du désert. Et ouais, mais ils ont coupé tous les arbres. Ils montaient, moi je sais qu'il y a, 30 ans, 20 ans, 30 ans, ils montraient que dans des régions, ils avaient coupé tous les arbres pour pouvoir faire des cultures. Et que du coup, ben oui, comme à côté, il y avait déjà le désert, tu vois, ben ça faisait encore plus... Enfin, c'était pas fait pour être cultivé, le truc, tu vois, c'était bien les arbres, en fait, tu vois. Sous l'effet des changements climatiques, non, pas du tout. Alors oui, d'accord, mais pas que ça. Engloutissent chaque année 3000 km² de terres agricoles. Et ouais. On ne voit presque plus le sable, c'est la couleur noire qui domine. On se retrouve au milieu d'un gigantesque parc solaire, avec des panneaux solaires vraiment à perte de vue. Il y en a des dizaines de milliers, cela sert évidemment à produire, de l'électricité, mais surtout à freiner l'avancée du sable. Voilà, tu vois. Ah, ils ont mis de la paille dessus. Eh ouais, c'est pas con. Eh ouais. Mais par contre, je me doute qu'il va falloir les nettoyer souvent, les panneaux. Parce que oui, il faut les nettoyer. Hein. Je vous explique que pour ceux qui ont des panneaux photovoltaïques sur les... Si tu ne les nettoies pas souvent, eh ben, ça photovoltaïque plus. Tu vois, donc il faut les nettoyer souvent. Il faut les dépoussiérer, tu vois, tes trucs. C'est la mort de rire. La plus grande réserve d'hydrocarbures n'est ni en Russie, ni dans le golfe Persique. Elle se trouve sur Titan, la lune de Saturne. jmetech.com. Oh putain. Pardon. Ah ouais. 1,4 milliard de kilomètres de chez nous. Non, mais ça va, c'est pas grave. Oh bah oui, on peut y aller. On appelle les gardiens de la galaxie. Ils arrivent. Ah, j'ai vu le Spider-Man. L'animé, trop bien. Une découverte qui est vieille de plus d'un siècle. La première personne à avoir suggéré que Titan pouvait avoir une atmosphère fut Joseph Coma. Isola, d'accord. 1907. Ah oui, le mec est en avance.
En utilisant un grossissement de 750, j'ai vu Titan et ses bords très sombres se fondant dans l'obscurité du ciel. On peut légitimement supposer que cette grande obscurité sur les bords démontre l'existence d'une atmosphère très absorbante autour de Titan. Le mec, déjà, il n'arrive pas à savoir ce qu'il y a dans son verre, tu vois, parce que du coup, mais il sait qu'avec un grossissement de 750, il peut savoir l'atmosphère sur Titan. Ah, c'est bien. Le seul problème est que les mers sont faites de méthane et les déserts de silicate. Oui, fait ça, c'est ce que tu penses. Et ici que d'hydrocarbures. Oui, bien sûr. 40 fois plus d'hydrocarbures que tous les puits de pétrole sur Terre. Oui, d'accord. Après, nous, on n'en a pas non plus des milliards de tonnes, tu vois. Fait, je veux dire, bon, je sais pas, ils nous disent tout le temps qu'on va plus en avoir. Alors, la valeur de tous les minéraux stockés dans les astéroïdes de la ceinture principale de notre système solaire représente environ 100 milliards de dollars pour chaque habitant de la Terre. 100 milliards? J'ai pas compris. Bon ben voilà, vous savez que pour faire le plein, il faut aller sur Titan. Non, c'est bien, c'est bien. Ah ben là, on se plaignait des bornes électriques. Ah, je te dis, 1,4 milliards de kilomètres. Oh, ça, j'étais contente. Ah ouais, j'étais contente. Libération, pourquoi les coquelicots font-ils leur réapparition depuis quelques années? Oh, bon, il suis pas chier des règlements climatiques. Ah ouais? Ah ouais, nous, il y en a plein. Même des fois autour des arbres. Ah ouais? Après avoir malmené par l'usage intensif des herbicides, cette plante de moisson fait son retour à la lisière des champs. Ah ben non, même en ville. On en a plein, nous, en ville. Ah, c'est trop bon, j'adore les coquelicots. Ah oui. Je m'en ai fait tatouer sur la jambe. Mais bon, le mec, il savait pas tatouer, il m'a fait carnage. Et donc, le mec, j'ai dit, vous pouvez me faire un coquelicot? Il m'a dit, je sais pas les faire. Il m'a dit, je vous fais une rose. Mais on m'a dit, je voulais un coquelicot. Je suis dégoûtée. Non, mais je me le ferai faire, mon coquelicot. Et les boutons d'or. Ah ouais. La Loire est-elle devenue trop transparente à cause du corbicule? 20minutes.fr. J'ai pas compris. Comment trop transparente? Le corbicule, une petite palourde venue d'Asie, a pour caractéristique de filtrer l'eau du fleuve où elle se trouve. Mais c'est pas bien. Au risque de dérégler tout l'écosystème. Ah, il faudrait savoir, hein, oh. Hein, où il se trouve, il se nourrit de phytoplancton. C'est une espèce exotique envahissante. Eh ben non, mais ça dépend. Amène-le à Paris, sur la Seine. Eh ouais, dans la Seine. Parce que du coup, ils en ont besoin, parce que plus cher, Jeux Olympiques 2024, où les mecs, ils vont faire la natation et après, ils vont mourir des cancers, tu vois, ou d'une infection, ou alors, on va pas les avoir. Ah ouais, non, on va pas avoir de JO, tu vois, parce que les mecs, comme ils vont plonger, comme ils vont canner, tu vois. Sa colonisation de la Loire et d'autres fleuves français a modifié l'écosystème aquatique. Ah, il faudrait savoir, alors, où elle est trop sale, où elle est trop propre. Non, mais attends, non. Nicolas Poulet. La palourde asiatique mangeant les phytoplanctons qui sont la base de la chaîne alimentaire en eau douce, elle risque de ne plus laisser assez de nutriments aux autres espèces animales. Et ben ça, il faudrait le mettre, je te dis, dans les endroits où c'est pollué. On a des filtres gratuits. Et si on le met, par exemple, pour la piscine, tu crois que c'est bon? Tu sais, pour ceux qui ils puisent l'eau. Parce que, par exemple, nous, la piscine, en Ardèche, on avait le puits. Tu vois, dans le truc. On avait le puits dans le jardin. Et donc, on remplissait la piscine avec l'eau du puits. Tu vois. Et je me dis, est-ce que ça aurait pu servir plutôt que moi de nettoyer, tu vois, la piscine, ou de mettre des produits chimiques, tu vois. Peut-être ça aurait pu nettoyer la piscine. Tu vois, c'est peut-être à explorer, tu vois. Alors, combien il me reste? 4 minutes. Allez, j'en fais un, je finis par le plus rigolo. Alors, attendez. Ah, ben écoutez, on va faire celui-là. Et après, je ferai l'autre qui me fait mourir de rire. Un mystérieux fluide s'échappe du fond de l'océan. Science et avenir.fr. Le fluide de ce liquide... le fluide de ce liquide... La fuite de ce liquide d'une température avoisinant les 10 degrés serait en mesure d'atténuer les dangers auxquels est exposée la côte ouest des États-Unis au regard de la tension générée par la faille sismique de Cascadia. Alors, je connais San Andreas, moi. Ouais, non, parce que j'ai vu le film Catastrophe et tout, donc je sais, non, c'est pas vrai, j'ai vu les documentaires de la faille de San Andreas qui s'écarte. Et, alors, jaillissant du fond océanique, mais alors, Cascadia, je connaissais pas. Un fluide chaud à haute pression, essentiellement composé d'eau.
Non, mais parce que tu l'as pas analysé. A été découvert environ 80 km au large de Newport dans l'Oregon. C'est quelque chose qui, à notre connaissance, n'a jamais été observé auparavant. Oui, d'accord, mais bon. Alors, 9 degrés, d'accord, au-dessus de celle de la mer. Ah, d'accord, d'une température de 9 degrés au-dessus de celle de la mer. Ok, proviendrait de la zone de subduction. Ah, d'accord. De Cascadia, zone, oh oui, peut-être. 150 et 250 degrés. Alors, les chercheurs y voient le signe d'une libération de pression permettant aux plaques tectoniques de glisser. Oui, ça aussi, c'est une théorie. Ils n'ont jamais vu une plaque tectonique glisser. Non, je vous explique. Le petit truc, là, qu'ils vous font, là, de con, là. Vous savez, avec les tapis, que l'autre, il rentre et tout. Ça, c'est imaginé dans leur cerveau. Ils n'ont jamais vu le tapis océanique rentrer dans le... Non, non, c'est imaginé. Ouais, non, ils savent rien. Ils savent qu'il y a une faille, ils savent qu'il y a des sismiques, ils savent qu'il y a des tremblements de terre, que des fois il y a des chocs, genre des chocs, mais en vérité, c'est une histoire inventée de toutes pièces qui vous sortent. Hein. Baptisé Pithias Oasis, le site pourrait servir de baromètre pour évaluer le niveau de pression dans cette zone. Ah oui, évaluer un niveau de pression qui ne savent même pas si c'est le niveau de pression en fait. Non, mais c'est bien. C'est magnifique. Comme si les humains pouvaient comprendre la Terre. Putain, ça se saurait. Hein. Ouais, les vrais humains. C'est-à-dire les indigènes, tu vois, les mecs, là, les indiennes, les forêts tropicales et tout. Eux, ils connaissent la Terre. Eux, ils savent comment elle fonctionne la Terre. Eux, ils sont en connexion avec la Terre. Nous, c'est mort. Nous, on croit qu'on sait. Mais d'ailleurs, la preuve, ici. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai rigolé. Alors, non, mais j'ai lu ça, j'ai dit, c'est une blague. C'est la blague à Toto. Il y a encore un papillon sur mes géraniums. Sciencevie.com. Un géologue découvre et goûte de l'eau vieille de 2 milliards d'années. Ah ouais, j'ai bugué. Non, j'ai bugué. J'ai dit, non, mais attends. J'ai dit, non, mais lol. Genre, tu crois que l'eau, elle a 2 milliards, que tu goûtes là, elle a 2 milliards d'années? Non, non, lol. Non, le mec, il est allé, donc, voilà, un géologue, voilà, dans une mine canadienne. Ils ont trouvé l'eau la plus ancienne jamais découverte sur Terre. Non, parce qu'en fait, l'eau, elle a coulé il y a 2 milliards d'années, et elle s'est momifiée, gelée, je sais pas, enfin bon, et elle a pas bougé. Enfin, tu vois, elle est restée dans son... Elle s'est pas infiltrée, elle s'est pas évaporée, elle s'est pas... Tu vois, elle a pas reçu de l'eau il y a pas longtemps, tu vois. Non, il y a pas d'infiltration. C'est de l'eau qu'à un moment donné, elle a coulé dans la mine, et elle est restée là, pendant 2 milliards d'années. Non, mais t'imagines, le truc, il devait être moisi. Non, mais réfléchis. C'est de l'eau qui coule dans une mine, que tu trouves de l'eau vieille. What the fuck? Ils ont trouvé l'eau la plus ancienne jamais découverte sur Terre. Un réservoir d'eau le plus ancien de la Terre. Une équipe de géologues. Ah non. Telle quantité d'eau à 3 km de profondeur. Ah ouais, non, parce que eux, déjà, ils étaient partis sur au plus tu vas en profondeur, au plus c'est chaud. Donc, impossible d'avoir de l'eau. On est OK. D'accord. Donc, et là, ils ont trouvé de l'eau, mais l'eau, elle bouge pas. Quand les gens pensent à cette eau, ils supposent qu'il doit s'agir d'une infime quantité d'eau emprisonnée dans la roche, mais en fait, ça bouillonne beaucoup, ça coule à un taux de plusieurs litres par minute. Le volume d'eau est beaucoup plus grand que quiconque ne l'aurait prévu. Ben, si c'est... Les géologues, alors des traces de vie anciennes découvertes dans ce liquide vieux de plusieurs milliards d'années. De l'eau complètement isolée. Tu peux pas avoir de l'eau complètement isolée, c'est pas possible. Mais bien d'un réservoir d'eau courante qui coule à plusieurs litres par minute. Les géologues ont ensuite découvert des traces de vie anciennes dans ce liquide canadien. Le sulfate présent dans l'eau leur a permis de voir une empreinte digitale qui indique la présence de vie. Elle veut absolument rien dire, cet article. Je suis en train de lire un article qui vient d'une autre tortue. Ah ouais, non, je sais pas du tout... Mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur... C'est quoi leur délire? Les microbes qui ont produit cette sorte d'empreinte digitale... Mais c'est quoi l'empreinte digitale? L'ont fait sur une très longue échelle de temps. Ainsi, des organismes ont été présents dans ces fluides à une échelle de temps géologique. Ça veut rien dire. Tout l'article ne veut absolument rien dire. En fait, les microbes ont survécu sans lumière grâce à des substrats produits par la radiation. Le sulfate de cette eau ancienne n'est pas le sulfate moderne de l'eau de surface qui coule. Mais oui, il est à 3 km de profondeur. Ce que nous avons découvert, c'est que le sulfate
comme l'hydrogène étant fait produit sur place par réaction entre l'eau et la roche. Explique Longli, ah bah oui, qui est professeur adjoint au département des sciences de la Terre dans l'annonceur de l'UIC. Ah ben non, mais change de métier. La réaction entre le liquide et la roche se produit, d'accord. L'eau âgée de plusieurs milliards d'années a un goût salé. Alors quel goût peut avoir ce liquide d'environ 2 milliards d'années? Très salé, ah merde. Ah le mec il a dit, ah ouais, le putain de courant après. Non mais lol. Mais qu'est-ce qu'il vous raconte? Mais c'est du n'importe quoi. Ah ouais, non, il fallait que... Ah non, mais alors quand j'ai lu, oui, j'ai bu de l'eau vieille de 2 milliards d'années, je me suis dit, non, mais le mec, il y croit en plus. Non, c'est bien, mais remarquez, tant mieux, il y croit. Moi, il vient, il me dit ça, j'ai bu de l'eau de milliards d'années dans un puits à 3 kilomètres de profondeur, avec de l'eau courante. Ah, je suis mort de rire. Ah ouais, non, je suis mort de rire. Ah oui, non, non, mais je me fous de sa gueule. Ah oui, oui, oui. Enfin, voilà, quoi, bah écoutez, on a fini sur une bonne note. Hein, on va dire, une note rigolote. Il y a des gens qui croient qu'ils boivent de l'eau de 2 milliards d'années. Enfin, vieille de 2 milliards d'années. Oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Oui, elle est un peu amère et salée. Ouais, elle était dégueulasse, quoi, en fait. Elle était toute pourrie, ah ouais, c'est sûr. Ah ouais, non, non, elle est pas stagnante. Putain, il y a de l'eau courante. Mais elle a 2 milliards d'années. Et elle est dégueulasse. D'accord. Ben voilà, au moins, vous savez ce qu'ils buvaient à l'époque. Hein? Comme ça, on finira moins con. Bon ben voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura informé, vous aura intéressé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner. Et ben, d'ici la semaine prochaine, du coup, que j'aurai repris ma formation, magnifique. Oh mon Dieu, que ça va être dur. Reprise. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Et non, pas la semaine... oui, la semaine, quand vous allez me voir, je vais reprendre ma formation, c'est ça, puisqu'on a une semaine de décalage. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et ben, d'ici là, passez un bon week-end, faites attention à vous, prenez soin de vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.